Est-ce que c'est mieux Dr Caudrelier et Mr Charles ou Mr Charles et Dr Caudrelier? Je sais que je suis pas facile, c'est pour ça qu'Erwan avait dit moi je veux pas le faire tout seul. Sur 7 jours de route du Rhum, je veux bien, sur 40 jours de Tour du Monde, il y a un moment il va prendre le rythme. Hein. Je les avais prévenus un peu, je connais l'énergumène, mais J'ai fait connaissance avec Charles. Je pense qu'ils s'attendaient pas à ça sur un Tour du Monde. Et ils sont combien à bord là? Ils sont tout le temps deux en fait, tout le temps. Ils ont découvert le Charles Caudrelier à 200% tout le temps. Ça permet de développer son sens de la rhétorique. En fait, il y a routage et routage, quoi. Oui. Routage de quelqu'un d'autre et routage de Charles, c'est pas du tout le même exercice. Donc, Je pars en plus avec cette volonté de m'améliorer à chaque fois, mais ça marche jamais. Il faut croire. j'imagine qu'on prend que les chambres du haut. Ouais, bravo. Parce que j'ai enlevé les 2 points, tu vois. Dans les... Une cellule de routage, c'est une à plusieurs personnes qui vont t'accompagner sur ta course pour définir la meilleure trajectoire. La bascule, elle est là, quoi. La première bascule, elle est là. Erwan Israël, c'est notre routeur depuis plusieurs courses. À chaque fois qu'il nous a routé, on avait gagné. Yes! Puis route du Rhum. Good job! On a Jack Vabre avec Franck. Yes, Stan, we did it. Il navigue avec nous depuis le début. Il connaît le bateau très très bien. Tu vois, regarde, Erwan, Entouré de Benjamin Schwartz aux Caraïbes. et Julien Villon, qui sont tous les deux reconnus dans le domaine. Donc je pars avec des gens en qui j'ai totale confiance à tous les niveaux. Après, il y a pas mal de reaching, c'est top aussi. Oui, on est C'est sûr, c'est qu'il y a de la manœuvre. Moi, c'est J0. L'idée, c'est de laisser plugger le J0 ou de le laisser en l'air. Et il le redéroule dès la sortie de la mistoufle et basta. Contrairement au Vendée Globe, sur l'Arkea Ultime Challenge, on a le droit à de l'assistance météo, c'est-à-dire qu'on a des routeurs à terre qui envoient à Charles la route idéale et puis après lui il l'adapte en fonction de ce qu'il rencontre en conditions réelles. Il y a tellement de choses à faire sur ce bateau et le danger était, on va dire, permanent puisqu'ils sont amenés à pouvoir, en tout cas, chavirer à chaque instant. Et donc c'est déjà de leur libérer cette partie météo. Je sais qu'aussi ils sont capables de sentir un peu comment je vais mener le bateau et ce que je ressens à bord et la difficulté de faire chaque manœuvre. Donc c'est très très important d'avoir des gens comme ça, je trouve. On était sur une rotation à 3. Sachant qu'il y a des moments, si c'est chaud, on sera plus... On avait décidé dès le départ d'être une personne supplémentaire justement pour pouvoir avoir des petites journées off. De toute façon, je pense que c'est même sain. Pour pas devenir fou en fait, parce que vivre jour et nuit derrière un ordinateur pendant 45-50 jours, on sait que c'est pas la bonne solution, en tout cas pour garder sa lucidité. Donc voilà, on avait décidé d'être 3. Donc je te confirme que j'ai bien les derniers. En fait, il y avait assez peu de moments où il y avait qu'une personne derrière l'écran, je crois, au début. On était souvent 2. Quand on a changé un petit peu de rythme au début de l'Indien, là on a profité pour avoir des petits jours de pause, 2 jours par-ci, 2 jours par-là chacun. Et donc finalement, on tournait globalement à 2 la plupart du temps. Ah, il faut se dépenser un peu. Ça permet en 1 heure de se vider la tête. Fonctionner comme ça, avec le 3e quand même qui venait tous les jours prendre la température. Ça s'est calmé ou quoi? Ouais, 25 en moyenne là. Donc c'est des gens qui sont connectés H24 comme s'ils étaient presque à bord. En fait, c'est comme des navigateurs qui, à la place de faire leur travail à bord, le font à terre, donc dans des meilleures conditions. Route avec les nouveaux modèles, je lui ai dit en route avec les nouveaux modèles et on va faire un update. Mais il était chaud pour hisser son J1 maintenant quoi. C'est vrai que là, on monitore toutes les datas du bateau, pas en temps réel, mais pas loin. C'est intéressant, on voit tout ce qu'il fait, et puis quand il fait des petites siestes, ça permet de contrôler, au réveil lui dire attention, il y a ci, il y a ça. Par contre, ils sont coupés des sensations qu'on peut avoir à bord et donc c'est une vraie communion qu'il faut avoir avec eux pour définir la meilleure trajectoire.
Bah, écoute, on verra. Tant qu'on a du gauche comme ça, on va se recaler tout doucement. Et puis, si ça refuse, on pourra faire un point, quoi. Moi, j'étais parti dans la logique que de mener ce bateau tout seul, ça allait être très compliqué, que j'avais des gens en qui j'avais une confiance absolue, qui connaissaient le bateau presque aussi bien que moi, et que j'allais me concentrer que sur la performance. En fait, il faut se mettre dans la tête qu'ils font un meilleur travail que toi, parce qu'ils sont reposés, ils sont devant les ordinateurs, et ils ont du recul aussi, que tu as du mal à avoir avec la fatigue. Il faut vraiment partir dans l'objectif, qu'ils font un meilleur travail que toi. Nous, il y a des décisions qui nous semblent logiques et faciles, mais parce qu'on est reposé au sec à terre, et sur l'eau, la manœuvre, faut la faire. Et des fois, Charles, il rechignait un peu à la faire, ou il pensait qu'il n'y avait pas besoin, ou peut-être qu'il n'était pas lucide. Et effectivement, on a eu quelques petites mésaventures. En fait, je pense que c'est de l'impatience aussi. Souvent, je veux toujours savoir. Je supporte pas quand je perds un 1000. Et je suis hyper exigeant et en fait, c'est inutile. Je crame de l'énergie. Moi, c'est ma façon de fonctionner, mais effectivement, je cherche à améliorer ça. Mais en fait, je dois pas m'en rendre compte parce qu'eux, ils trouvent que j'étais parfois pénible tout le temps, alors que moi, j'ai l'impression qu'il y a eu que quelques moments où j'ai vraiment abusé, quoi. Premier levé en océan Indien. Et c'est beau. Donc, le début du Grand Sud. On me parle beaucoup de temps de record, mais moi, c'est pas du tout mon objectif. Mon objectif, c'est d'amener ce bateau au Cap Horn en bon état et de gagner cette course. J'essaie de ne pas dépasser les 40 nœuds. Je suis loin des capacités maximum du Maxime Rothschild, mais c'est pas l'objectif. Et j'essaie de me le rappeler, de vraiment faire attention à mon bateau. Oui, tous les records s'alignent. Je me suis dit, attention, ne te prends pas au jeu du record. Et pourtant, je m'y prends, hein, parce qu'à un moment, je pense que dans l'Indien, parfois, j'étais pas assez prudent. J'ai attaqué fort, j'ai porté de la toile fort. Et je pense que, quelque part, le record commençait à me trotter dans la tête et on m'en parlait beaucoup. C'est pas facile. Des fois, on est même trop toilé, parfois pas assez. Il a pris son rythme vraiment autour du monde au début de l'océan Indien. Voilà ma route. Quelques jibes partout là. Chaque jibe est dans le vent fort comme ça, c'est compliqué. Sur les trajectoires, Charles, il était toujours dans la demande d'optimiser le plus possible. Et voilà, on est dans le Pacifique. Avec un petit record pas énorme de l'Indien. On a gagné 3 heures, c'est pas énorme. On s'en fout un peu. Et ça fait toujours plaisir. Autant les conditions météo jusque la moitié du Pacifique étaient exceptionnelles pour nous, autant à partir de la mi-Pacifique, on a eu tous les ennuis possibles. Putain, on l'avait pas vu venir quand même ce truc-là. C'est sûr qu'on se voyait bien passer comme des fleurs, quoi. Imagine quoi, c'est un truc que tu crains un peu, mais tu te dis ça va pas t'arriver quoi. Et là, ça nous arrive. C'était un moment délicat parce que on avait beaucoup d'avance, on est aux 2/3 du Pacifique. Mais en gros, si on continue, on se serait retrouvé dans un endroit où on aurait dû ralentir pour laisser passer du vent fort devant. Mais si on ralentissait trop, il y avait de toute façon le vent fort derrière la dépression qui nous rattrapait. Donc c'est comme être dans l'œil du cyclone où tu sais que ça va finir par t'arriver dessus. Donc on n'avait aucune escape possible. En fait, elle s'étend quasiment du point Nemo. Je sais pas ce que ça va donner la globale. Hein. Ça va être chaud. Hein. Il y avait une grosse dépression en fait qui allait passer sur le Horn. On avait à ce moment-là à peu près 4-5 jours d'avance. Et la question était de se dire on passe ou on passe pas quoi. On avait prévu de prendre la décision finale le lendemain matin et puis finalement voilà, la veille au soir on se dit de toute façon là on va dans un mur, autant s'arrêter tout de suite, il n'y a que ça à faire. Donc la décision entre nous elle était facile. On attendait le dernier moment en fait pour l'annoncer à Charles. On imaginait qu'il prendrait mal le fait de se dire tu vas rester 48 heures en attendant que le mauvais temps passe. C'est un des seuls moments où on l'appelle de vive voix. La plupart du temps, on communique uniquement par chat. Et là, on l'appelle et il est en train de finir une bricole ou une manœuvre, une bricole, je crois, de mémoire. Et donc, il est pressé et il veut relancer. Et donc là,
Je prends 30 secondes pour lui dire « Attends, détends-toi, calme-toi, il faut que tu nous écoutes, on a quelque chose d'important à te dire. » Nous, en fait, on a fait des balayages d'un waypoint, la position qu'on a choisie ce soir, mais on va la faire évoluer. C'est la même que ce matin. C'est la même que ce matin. Du vent là dans les 48 heures ou pas? Si t'es trop est, oui, tu peux prendre un peu de vent, mais il y aura, tu vois, tu vas certainement jiber un moment, on va peut-être retourner un peu dans l'ouest. En gros, grosso modo, tu fais du nord un peu tranquille. C'est ce qui me plaisait pas dans le fait de se laisser 12 heures de plus jusqu'à demain matin. C'est que là, pour le coup, si on décidait d'attendre demain matin en étant plus est, là il y avait du vent. Là, en attendant ce soir, les conditions d'attente elles sont bonnes. C'est pas grave s'il y a du vent. S'il y a du vent, le bateau, tu peux remonter tranquillement sous les vaisselles, à Derry. Je sais bien, ça serait cool que demain matin vous me disiez ah bah finalement tout s'est arrangé, ça passe. Non, mais ça, on ne croit pas. La photo générale, elle est tellement cataclysmique qu'il y a 0% de chance que demain on dise ah bah c'est bon, on est serein, bon, on peut continuer si tu veux. Ils ont mis du temps, mais ils ont bien fait le travail puisqu'ils ont réussi à me convaincre. Voilà, je crois que cet arrêt-là, après, je m'en rappelle. Ils ont peut-être, eux, trouvé que c'était compliqué de me convaincre, mais je l'ai pas mal vécu, cet arrêt-là. Mais bon, écoute, profite de bien te reposer, en tout cas. Ouais, allô? Ouais, je disais, profite de bien te reposer, et nous, on va te mettre à jour un waypoint et des départs possibles à chaque sortie de modèle, quoi. Ok les gars, ça marche, on fait ça. J'ai trouvé que c'était pour lui presque un soulagement en fait. Tout de suite sa voix s'est posée, une fois que je lui ai annoncé notre décision. Sa voix s'est posée, il s'est calmé et il a commencé à parler de manière beaucoup plus libérée. Donc on s'est dit qu'il acceptait tout à fait la décision et que peut-être il aurait pris la même à notre place s'il avait été routeur. Donc ça s'est passé très facilement au final, même si évidemment on redoutait un petit peu le fait de lui dire de s'arrêter. Plus mal, j'ai des bricoles, je vais vérifier tout le bateau, nettoyer tout. Pour info, à prendre au conditionnel, mais je viens juste de réussir à router Bangkok. Ça donne au moins 48 heures d'écart au Horn. Bon, j'espère quand même. 48 heures, je pensais au moins avoir 3, parce que moi tu m'avais dit samedi ou dimanche il passe. Ça fait entre 2 jours et demi et 3 jours d'écart. Ouais, c'est pas mal. Bah, avant le départ de la course, t'aurais signé pour ça. Bon, ok. Ok les gars, à plus tard. Bon repos. Repose-toi bien. Bon, ça va, il a bien pris. Hein. Je pense que ça va lui faire du bien. Il le dit lui-même, il est crevé. Et on peut toujours décider d'y aller. Le problème, c'est que si on se retrouve au milieu de 60 nœuds et il y avait une mer de 7-8 mètres de mémoire prévue au passage du Horn, bah, si tu casses le bateau, t'es le roi des imbéciles, quoi. On pouvait perdre la course. Donc en fait, la décision de continuer, elle avait aucun sens. De manière beaucoup plus facile que ce qu'on l'imaginait. Il l'a plutôt bien pris et il a même été complètement dans le sens marin. Et ça a été une pause plutôt assez bénéfique parce que ça lui a permis de bricoler, de se reposer. Le record, voilà, on n'en parlait plus, c'était derrière nous. Et j'avais envie aussi de faire un check du bateau. Je suis rentré dans le domaine de l'aventure. C'est un choix météorologique. Le Cap Horn ne veut pas nous laisser passer. J'ai mis à ma petite fille qui s'inquiétait de me voir partir tout seul qu'il n'y avait pas de risque. Et je prends jamais de risque en mer, j'ai promis. Et ben, j'en prendrai pas cette fois-ci pour passer le Cap Horn avec une semaine d'avance. Je vais en profiter pour me reposer. Je vais en profiter pour soigner un peu le bateau, vérifier tout. Combien de temps on va rester, ça se compte en heures ou en jours même. L'objectif c'est d'arriver à passer le Cap Horn avec au moins un jour ou deux d'avance. Et là on sera content. Et peut-être plus. Ça varie, on sait vraiment pas quand on va passer. Ouais, c'est pas facile parce que c'est long quoi d'attendre et puis t'as envie de passer ce Cap Horn en fait dans ta tête, t'as vraiment envie d'y aller et il est là, pas loin et puis tu dois t'arrêter. Surtout c'est intellectuellement de se dire je vais m'arrêter 2 jours voire 2 jours et demi. Tu te dis mais si je m'arrête 48 heures les autres ils vont revenir. Arpège chez Calais sur GFS. T'as une mer du vent du sud très forte face à la houle. Donc autant dire que tu te fais démonter là où il est sur son point vert. Déjà tu fais 24-36 heures très lent,
60% de la polaire. Tu fais un point dans 24 heures, tu décides si tu fais l'optimal, ou en fait si tu te laisses attraper par L3, tu te mets dans le centre de L3 en étant très très lent, et tu repars derrière. Et derrière le Horn, c'est gérable. Cette dépression à l'approche du Cap Horn. Et en plus, l'organisation nous informe qu'il y a des icebergs côté est des Malouines. On a détecté un premier iceberg ici, plusieurs autres petits icebergs, probablement des morceaux qui se sont détachés du plus gros ici. Là, il y en a plusieurs, c'est ça? Ouais. CLS, qui est donc l'organisme qui s'occupe de détecter la présence d'icebergs, nous signale que même sur le passage en fait du couloir autorisé, on se retrouve avec des points qui sont des icebergs potentiels et matérialisés. Ça, c'est la dérive. Et il se demande si... Voilà. Pour les premiers, on est quasiment sûr qu'il y a un iceberg. Pour les derniers, peut-être que la zone se rapproche. Le problème, c'est que c'était une zone de passage et où personne ne pouvait nous garantir le fait que cette zone-là était sécurisée. Je prends la décision très très vite d'envoyer une équipe sur place, en fait pour une double raison. Un, de survoler cette zone, et notamment ces points qui nous posaient problème, essayer de voir si c'était bien des icebergs ou c'était entre guillemets des fausses alertes. Et puis en même temps, dans l'hypothèse où tout concorde, à savoir passage de jour, dans des bonnes conditions, etc., pouvoir nous rapporter des images. On est toujours un peu à l'arrêt, on espère repartir bientôt là dans la nuit. En train de se caler pour un départ en douceur, ça va être pas mal parce que ça va permettre d'y aller doucement sans faire souffrir le bateau jusqu'au Horn. Cette houle est magnifique quand même, une houle comme ça on n'a pas eu dans l'Indien. Donc ça va être gros, on a fait un 5-6 mètres ce soir. Mais ça va être je pense une belle houle comme on aime. Voilà. Il y a des belles montagnes. Et vraiment plus loin des terres, on est proche du point Nemo, t'es isolé et tu te dis voilà, je suis pas si en sécurité que ça et tu te rends compte de la puissance de la mer, tu oublies un peu, on est dans ces grands bateaux, dans nos cockpits fermés, on a moins de contact avec les éléments, on sent moins le danger qu'on peut le sentir, mais en fait le danger il est quand même là. Et on l'oublie un peu dans ces cockpits là. Hier, mauvaise surprise, une vague, un bruit fort. Et voilà ce qui s'est passé. Là on est dans mon cockpit. Ma zone de vie, ma zone de sécurité. Et voilà, ça s'est ouvert. C'est impressionnant, on voit la mer. C'était un moment particulier parce que c'est une zone dans le cockpit où on se sent très en sécurité. Et là, tu as l'impression que ta sécurité est un peu remise en question. Et surtout que j'ai failli tomber un moment dans le trou. Donc, et je me dis, là, il faut que je fasse gaffe, même quand tu es un mouvement de bateau, si... Il y a quand même un trou quand je suis dans le cockpit et que je manœuvre. Faut faire attention de ne pas tomber dedans. Et après, j'ai vécu avec, quoi. Dernier empannage avant le Cap Horn, c'est passé. L'objectif, c'est de passer le Cap Horn demain. Ça fait longtemps qu'on n'a pas navigué à proximité de côte. Il y a quelques petites roches isolées, donc je préviens Charles et je m'assure qu'il est bien clair sur la carto, quoi. Voilà le fameux Cap Horn. Jamais passé aussi près. On les étrave du maxi. Approchez. Premier bateau volant à passer le Cap Horn. Voilà un grand moment pour le Gitana Team. Voilà une pensée à Benjamin Rothschild qui a fondé le Gitana Team, qui nous permet à tous de rêver, de continuer à poursuivre ses rêves. À Ariane, sa femme, qui a pris le relais en 2015 quand Cyril a eu cette idée folle de voler autour du monde. Elle y a cru avant tout le monde. Ils ont eu cette audace. Et aujourd'hui, c'est un pari réussi. Ce passage du Horn est assez caractéristique. Je pense que même si on n'avait pas gagné cet Arkea,
Le fait de le passer en premier en mode volant sur ces machines-là, je pense que c'était aussi un vrai marqueur pour nous. Voilà, c'est fait. Dernier cap, le prochain, c'est la Bretagne. 3e cap sur 3. Maintenant, il nous reste 2 océans, Atlantique Sud, Atlantique Nord. Je lui ai envoyé un petit message pour le féliciter. Bravo à tous, bravo les routeurs. Quand on passe le Cap Horn, t'as l'impression que c'est une délivrance. Forcément, je pense qu'il y a quelque chose qui se relâche dans ton corps pour évacuer ce stress du Grand Sud. Quelque part te pèse, je pense. C'est au fond de toi, hein, je m'en rends pas vraiment compte, je suis pas dans un état complètement. Mais il y a quelque chose. Et que tu libères au passage du Cap Horn, et derrière, on repart dans de la galère. Et c'est assez dur à vivre quand t'as forcément pressé de rentrer, et puis t'as envie tu passes le Cap Horn en tête, t'as envie, bon, bah, j'ai la course en main, j'ai envie de conclure, quoi. Il nous envoie une photo et il dit, bon, bah voilà, on a un problème sérieux. Et là, je me dis, mais voilà, je vais devoir m'arrêter. Et si je m'arrête, bah, mon avance, elle va fondre. Il faut pas qu'il s'en vaille, et puis la décision de prendre le riz, c'était la bonne. Donc là, c'est le branle-bas de combat chez nous. Il y a une partie de l'équipe qui va un petit peu prendre les devants, préparer le matériel. Est-ce qu'on prépare la GV? Probablement prendre un avion. Moi, j'ai le sentiment que la déchirure, elle est pas grosse, en fait. Cet arrêt-là, en fait, on est en train d'essayer de faire en sorte de ne pas avoir à le faire. C'est la piqûre de rappel. On se dit là, c'est pas fini, en fait, il faut rester concentré. Yeah, I feel like a monster.